Ça bouge beaucoup au gouvernement avec un remaniement annoncé. Et puis aussi à droite, chez les Républicains, la scission est prononcée avec Madame de la Raudière, qui est députée d'Indre-et-Loire ce matin. Nous sommes dans les studios du Figaro. Député d'Eure-et-Loire, pardonnez-moi. Bonjour, Laure de la Raudière. Bonjour Yves Tréhard. Alors, démission ce matin, Dépôt Minet, François Bayrou, Marielle de Sarnez, ça vous étonne? Non, c'était quasiment impossible en fait que François Bayrou porte le projet de loi de morisation de la vie politique. Ce qui est assez étonnant de cette affaire, c'est que les médias, tout le monde était au courant depuis très longtemps et que ça ne sert de cette affaire. Des emplois en fait de la Commission européenne qui étaient utilisés par le MoDem, ce qui est normalement illégal puisque quand vous embauchez quelqu'un, je crois pas. Je crois qu'il y avait principalement le Front National, ça c'est sorti pendant la campagne présidentielle, et il y avait aussi le MoDem, ce que dénonçait d'ailleurs depuis très longtemps Corinne Lepage. C'est une crise gouvernementale, c'est ce que dit Laurent Wauquiez ce matin. Moi, je ne sais pas si c'est une crise gouvernementale, parce qu'il se trouve que, de toute façon, Édouard Philippe, qui a démissionné hier, devait reconstituer un gouvernement. Ouais. Donc, il va repartir avec une nouvelle équipe. Ça fait des ordres, je ne sais pas. Non. De toute façon, il y a eu le signal envoyé par Sylvie Goulard, très courageuse et très droite, en fait, par rapport à cela. C'est ce que dit Madame Lepage ce matin, Corinne Lepage. Je trouve que la décision de François Bayrou, elle parle de François Bayrou, mais elle parlait de Madame Goulard avant, l'honore, c'est une décision républicaine éthique. C'est un choix personnel, à votre avis, ou... C'est toujours un choix personnel quitter un gouvernement. C'est le président de la République qui lui a forcé la main. C'est un choix personnel quand vous quittez un gouvernement. C'est pas, et vous le dites comme ça. De toute façon, c'est la Macron formule. Aurait pu lui dire, c'est la formule consacrée. Mais moi, j'ai pas à juger ça. Vous savez, franchement, j'ai pas à juger. C'est des décisions qui appartiennent à la fois au président de la République, au Premier ministre, puis aux intéressés. Donc les 3 ministres qui ont démissionné. Moi, je sais qu'on va partir avec une nouvelle équipe gouvernementale. Ce que je souhaite, c'est que cette nouvelle équipe gouvernementale, ce que je souhaite, c'est que cette nouvelle équipe gouvernementale fasse très attention naturellement aux enjeux de moralisation de la vie politique, puisque le président Macron en a fait une ligne de campagne forte. Et deuxièmement, qu'on ait des ministres compétents, comme ce qui avait d'ailleurs été le cas au premier gouvernement Philippe. Moi, j'ai été frappée de voir Jean-Michel Blanquer à l'éducation, Agnès Buzyn à la santé. C'était des signes extrêmement positifs. Une nouvelle jurisprudence, néanmoins. Généralement, les affaires traînent en longueur. On attend qu'il y ait une mise en examen pour partir. C'était la règle qu'avait fixée Édouard Philippe. Et là, même pas de mise en examen, on part tout de suite. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira si c'est une nouvelle jurisprudence ou pas. D'accord. C'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux au moment de la constitution d'un nouveau gouvernement qu'on parte sur des bases saines. Quand c'est en cours de l'exécution d'un gouvernement, l'avenir nous dira en fait si c'est une jurisprudence ou pas. Vous avez été appelé par l'Élysée, non, pour remplacer quelqu'un, non? Vous seriez ministre, vous accepteriez? C'est pas à moi de choisir en fait. Moi, ce que je souhaite pour ce mandat, c'est être le plus utile là où les gens me trouveront le plus utile. Vous connaissez la musique, mais c'est vrai. Ce que j'ai dit à mes électeurs pendant ce mandat, et on va rebondir après sur la constitution des groupes les constructifs, c'est que je défendais des valeurs de la droite et du centre. Je portais l'étiquette LR et UDI. Je l'ai portée jusqu'au bout, avec un certain courage par rapport à la vague, au tsunami La République En Marche. Mais en revanche, j'aurais dit, moi, je veux travailler de façon constructive. Je veux construire des majorités de projets avec ce gouvernement qui porte des propositions qu'on a défendues nous-mêmes dans notre projet. Vous pourriez être ministre ? Mais je pourrais être ministre s'il souhaite que je sois ministre, avec plaisir, bien sûr. C'est l'utile, là où je suis le plus utile. Il faut qu'il y ait plus d'anciens républicains ou de républicains dans le gouvernement. L'équilibre politique est à choisir par l'exécutif. Nous, on est parlementaires, on est députés, on n'est pas là pour faire l'équilibre exécutif. On est là pour faire l'équilibre du Parlement et défendre. Vous avez prononcé un mot, exécutif. Madame de Sarnez, elle part pour présider le groupe du MoDem à l'Assemblée nationale. Monsieur Ferrand part pour présider le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'est pas un peu la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif, ça? C'est pas aux députés de choisir leur président? C'est aux députés, bien sûr, de choisir leur président, et ça sera une élection. Mais qui vous dit qu'il n'y aura aucun candidat face à Richard Ferrand, ou qui vous dit qu'il n'y aura aucun candidat face à Marielle de Sarnez? Mais c'est quand même les députés qui vont élire leur président de groupe. Les constructifs, alors, c'est la grande naissance, le baptême. C'est la création d'un groupe, en fait. Pourquoi les constructifs? C'est bien, les constructifs? Oui, c'est bien.
Le mot est bien, il vous plaît? Oui, il me plaît, parce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique en reconnaissant que même si vous n'êtes pas les démolisseurs non, nous sommes les constructifs, parce que nous voulons la réussite de notre pays. On est complètement alignés à la façon dont on a fait campagne auprès de nos électeurs. On a dit, nous, on est de la droite et du centre, on défend les propositions de la droite et du centre, mais on veut le faire de façon constructive. Vous allez servir à quoi? On va être force de proposition. Oui, alors que si on avait... il a une majorité, il n'a pas besoin de vous, il a une majorité. Quand vous êtes dans l'opposition stricte, comme le souhaite Christian Jacob, comme le dit Éric Ciotti, comme le dit Guillaume Larrivé, il va être dans l'opposition. C'est pas comme ça que vous pouvez construire des propositions pour défendre la valeur de la droite et du centre avec un gouvernement qui a, n'oublions pas Yves Tréhard, il a un gouvernement, c'est un Premier ministre de droite. Il existe d'ailleurs, il arrive à exister à côté de Macron. On ne peut pas avoir la même attitude qu'on l'avait entre 2012 et 2017, c'est totalement impossible. Il y a une recomposition de la vie politique, vous l'avez même dit à chaque fois dans vos émissions. Nous, on en prend acte de cette recomposition de la vie politique et on dit que notre groupe sera constructif. C'est pas un blanc-seing, parce qu'il y aura une liberté de vote. C'est pas un blanc-seing, mais on pense aussi que ça peut être utile quand vous avez des lignes politiques bien à droite, par exemple à l'éducation nationale, par exemple à la santé, par exemple en matière d'économie, d'avoir une force d'appoint de députés qui reconnaissent, que ces propositions, on aurait même dû les faire avant. Vous êtes 25 des Républicains, je crois. On est une grosse vingtaine. 18 UDI. Les 18 UDI, je ne sais pas s'il y aura les 18 UDI, mais la très très grande majorité des UDI. Aujourd'hui, il y a 18 UDI. J'étais avec M. Lagarde à 9h, donc il a complètement rejoint cette démarche. Avec les constructifs aussi. Oui. Très bien. Alors, qui est-ce qui sera le président des constructifs? Il y aura une élection mardi prochain au sein du groupe Les Constructifs, et je ne sais pas encore qui sera le président. Ou la présidente. Ou la présidente, ça pourrait être vous? Non, ça ne sera pas moi. Je ne suis pas candidate à la présidence du groupe. Alors, comment on fait pour voter? Est-ce que vous votez la confiance des constructifs au gouvernement? Il y aura liberté de vote. Y compris pour la confiance? Y compris pour la confiance, c'est très important de le dire. Il y aura ceux qui vont voter la confiance au gouvernement et ceux qui vont s'abstenir. Mais il n'y aura pas de vote contre? Il n'y aura pas de vote contre. Vous ne pouvez pas être de façon constructive. Si vous voulez être contre, vous êtes dans l'opposition. Vous allez voter quoi? Moi, je n'ai pas encore réfléchi, il faut que à ce sujet-là. Ça dépend de quoi? Ça dépend en fait des discussions qu'on va avoir avec Matignon sur ce sujet-là et de savoir quelle sera sa politique générale, enfin son discours de politique générale. Comment ça va être quoi vos rapports avec les députés du MoDem, avec les députés de La République En Marche? Des rapports comme on a eu par le passé, je dirais. Non, mais vous savez, la majorité du travail de l'Assemblée nationale se passe en commission. Et en commission, on débat de propositions et il y a une écoute qui est très différente de celle de l'hémicycle. En matière, il n'y a pas de coup de gueule en commission, en particulier la commission Affaires économiques à laquelle j'appartenais. Donc on va travailler de façon constructive. Dans cette commission, oui. Cette commission. Oui. C'est un gouvernement de droite ou de gauche là qui... C'est un gouvernement, le chef du gouvernement est de droite. Il y a beaucoup de ministres qui sont de droite ou d'inspiration de droite, mais il est aussi composite avec du centre et du centre-gauche. Ce qui se passe là, c'est ce à quoi vous aspiriez depuis longtemps? Moi, ce que j'aspire, c'est à la réussite de mon pays. Ouais. C'est à ce que ça aille mieux pour les Français, à ce que ça aille mieux pour nos territoires et ça aille mieux pour la France. Ouais. C'est mon seul objectif dans ce mandat. Ouais. Et Macron, c'est mieux que Fillon? Fillon aurait réussi, son projet était bon pour la France aussi. Ah oui. Bon, maintenant, il n'a pas été élu. C'est le même que celui de Macron? Non, c'est pas le même. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un unique projet pour redresser notre pays. Ça serait stupide de croire ça. C'est une question, quelquefois, de dosage. Moi, je salue le courage d'Emmanuel Macron sur la réforme du droit du travail. On ne l'a pas fait avant. Moi, j'en rêvais. J'ai déposé des amendements qui allaient dans ce sens-là. Il nous propose ce texte. On va le voter. Je pense que c'est bien pour libérer les énergies des entreprises et créer de l'emploi. Vous allez être exclu des Républicains? Ce ne serait pas très malin. Ça serait pas très malin, parce que c'est pas une scission du groupe Les Républicains. On vient d'être élu, on a la création des groupes. Je veux dire, il n'y a pas de continuité. On a bien vu, on était 200 avant, on est 110. LR-UDI. LR-UDI. Bah oui. Mais je reste LR. Oui. Maintenant, j'acte le fait. S'ils me mettent dehors, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il y ait une décision en Conseil national. S'ils me mettent dehors, je ne pourrais pas plus y être. Mais je serai constructive. Si vous mettez dehors, vous serez constructive et constructif, les hommes.
Et vous êtes obligé de créer un parti, alors d'avoir un siège, d'avoir un... Je suis depuis 10 ans en politique uniquement. Avant, j'étais chef d'entreprise, je suis de la société civile, je n'étais pas encartée. Ouais. J'avais jamais fait de politique de ma vie. J'ai découvert le monde politique il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc la logique partisane, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Donc franchement, vous en avez souffert ah oui, j'en ai souffert, oui. Par exemple, quand vous étiez, j'en ai souffert, globalement, quand vous étiez dans l'opposition, vous auriez voté la loi Macron? Du caporalisme. La loi Macron, vous auriez pu la voter? J'aurais pu la voter. Bon, enfin, écoutez, on nous a fait le 49.3, donc on n'a pas eu à la voter, il faut le dire. Sinon... Oui, j'aurais pu la voter. Je trouve qu'elle n'allait pas suffisamment loin, parce qu'ils ont été obligés de composer avec une partie de leur majorité qui était trop à gauche. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on veut faire le groupe déconstructif. C'est vraiment pour ça. C'est pour qu'un jour, Emmanuel Macron puisse avoir une force d'appoint si jamais dans sa majorité, finalement, il y en a qui se font rattraper par les électeurs de gauche qui ont voté pour eux. C'est pas, vous lancez des noms, enfin des mots qui sont durs entre vous, là, entre constructif et non constructif. Moi, j'ai jamais. L'ambiance est dure, non, j'ai jamais lancé. Non, j'ai jamais. Oh oui, bah, bien sûr. Monsieur Jacob, vous lui serrez la main encore. Je l'ai pas croisé, mais bien sûr. Mais bien sûr que je. Et en plus, je pense que Christian, il peut comprendre ça, parce que moi, j'ai toujours été dans une logique de travailler de façon transpartisane à l'Assemblée nationale sur les enjeux numériques. Vous savez, j'ai travaillé pendant 10 ans avec Corinne Herel, députée PS des Côtes-d'Armor, qui est décédée peu avant le premier tour brutalement. J'ai été bouleversée, mais on a fait 10 ans de bon boulot, transpartisan, toutes les deux. Travail reconnu. Aussi, hein. Non, cadre. Cadre territorial. On a travaillé de façon transpartisane. Notre travail il a été reconnu par tous nos collègues, droite et gauche, par les acteurs à l'extérieur. Et je pense qu'on a fait plus avancer les enjeux du numérique comme ça que si on s'était opposé en permanence. Oui. C'est le grand enjeu, là, le grand défi d'adapter la France à cette économie numérique. Ah oui, parce que ça touche absolument tous les secteurs de la société et qu'on a un enjeu de souveraineté de notre pays, de souveraineté de l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui donnent le là d'un point de vue économique et société, c'est soit les Chinois, soit les États-Unis. Et l'Europe aujourd'hui est encore un nain par rapport à ces deux gros pays. Et pour autant, il y a des enjeux de santé. Comment on traite la santé des gens demain sur les données de santé? Comment on assure notre sécurité en matière de cyberattaque au niveau européen? Comment on assure notre souveraineté économique alors que vous avez uniquement 2% de la capitalisation boursière des entreprises de plus de 1,5 milliard d'euros de l'Internet qui sont européen. Il y a un enjeu considérable. La chance qu'on a, c'est qu'on est finalement au début de la révolution numérique, qu'il y a énormément d'innovations à venir, qu'on a des talents en France considérables, qu'il y a une création de start-up, un dynamisme entrepreneurial qui fait qu'on a tous les moyens de gagner. Est-ce que vous avez imaginé que demain, sur un texte, lequel, je ne sais pas, Laure de la Raudière, eh bien, elle votera comme Manuel Valls? Elle sera dans la même majorité? Je ne sais pas si Manuel Valls soutiendra les ordonnances du droit du travail, mais moi je les soutiendrai. Oui, et vous pensez que Manuel Valls pourrait s'y opposer? Alors qu'il a dit qu'il voulait travailler avec... Je ne sais pas, c'est à lui de poser... Mais moi j'ai l'impression que moi je suis alignée par rapport à mes convictions de la droite et du centre, et que certains à gauche vont un petit peu faire des exercices de souplesse par rapport à ce qu'ils ont dit hier. Pourquoi ils ne feraient pas la même chose que vous, ceux de gauche qui veulent aller avec Macron? Mais très bien, mais ça veut dire qu'ils ont changé de point de vue politique par rapport à hier, moi pas. Moi pas, c'est la différence. Qui pour diriger les Républicains? Lequel vous souhaitez? Le parti? Le parti, j'ai pas encore les noms des candidats, je peux pas répondre à votre question. C'est plus votre affaire? J'ai pas dit ça, j'ai dit que quand on aura la liste des candidats, je vous dirai qui je soutiendrai. C'était le talk de Laure de la Raudière, qui est députée d'Eure-et-Loir, réélue récemment, dimanche dernier. Et maintenant, vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémerjian, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Laure de la Raudière. Première question de Alain qui dit: est-ce que, comme François Fillon, vous ne savez pas d'où vient le Penelope Gate? Je ne sais pas d'où vient le Penelope Gate. Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien. Aucune idée? Non, aucune idée. Un indice? Non, aucune De droite, indice. de gauche? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas. Pierre dit: bon débarras avec tous ces nouveaux députés. Il est content donc de la vague Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon débarras? Il y avait une sorte de ras-le-bol? Non, ça a été d'une très 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 grande violence. Il fallait du renouvellement politique et c'est une bonne chose qu'il y ait du renouvellement politique. C'est une bonne chose aussi qu'on ait beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi peut-être la preuve que les partis traditionnels n'ont pas su suffisamment se remettre en cause.
Moi, j'avais soutenu Bruno Le Maire, vous le savez, dans le cadre de la primaire, mais depuis très longtemps, depuis 2012, en me disant que si on remettait les mêmes, on courait un risque de l'échec. Donc certes, il fallait du renouvellement. En revanche, je ne peux pas dire bon débarras parce que ça a été d'une violence pour certains collègues de droite et de gauche que la population enfin voilà, je trouve. Et aussi pour les assistants parlementaires et les collaborateurs. Vous savez, on les croise dans les couloirs. C'est le plus grand plan social qu'a eu l'Assemblée nationale à vivre. Je ne veux pas faire pleurer les Français là-dessus, mais voilà, je pense à eux aussi. Vous n'avez pas de lien de parenté avec vos assistants parlementaires, vous? J'en ai, si, vous avez déjà répondu à cette question-là et je l'assume pleinement. Votre mari ? En fait, mon mari, depuis 2002, je travaille avec mon mari bien avant d'être député. J'ai été associée dans une start-up avec lui et quand j'ai créé ma boîte, il m'a aidé à la développer. Donc depuis 2002, de 2002 à 2007. Et comme parlementaire ? Très naturellement, quand j'ai été élu député, il a continué à m'aider dans le cadre de ses fonctions parce qu'il est compétent sur les enjeux du numérique et en même temps, il a une très bonne écriture, une très bonne plume, donc il m'aidait sur les discours. Comment vous allez faire maintenant ? Mon mari a pris les décisions de ne plus travailler avec moi. Ah d'accord. Voilà. C'était la condition. Parce que simplement on a compris dans le cadre de la campagne présidentielle que les Français ne l'acceptaient plus. Vous êtes en phase de recrutement ? Je suis en phase. J'ai pas mal de candidatures, donc je ne fais pas d'appel à candidature. D'accord. Anthony relève que vous avez dit que vous étiez prête à être ministre. Ministre de quoi ? Vous avez une idée ? Non, mais je n'ai pas dit ça exactement. J'ai dit que je souhaitais être le plus utile. Je souhaitais être là où on me pensais que je serais le plus utile. Voilà. Et vous seriez utile dans lequel des ministères ? Non, je ne répondrai pas à cette question, c'est pas à moi de choisir. D'accord. Getlif, que pensez-vous de Jean-Luc Mélenchon, président du groupe à l'Assemblée nationale, et même plus largement, vous, les insoumis au Parlement, un avis ? Ah, ça va changer la tonalité du débat dans l'hémicycle. Ça va réveiller l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon, comme orateur et comme provocateur, on n'en avait pas de cette nature-là dans le mandat précédent. On va voir. Ouais. C'est une découverte. Moi, depuis 2007, en fait, on n'a pas eu de figure de cette nature-là aussi, j'allais dire un peu gueulard par moment. Ouais. Et donc, on va voir. Oui. Il y en aura beaucoup d'ailleurs à l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura Marine Le Pen, il y aura François Ruffin aussi, il y aura et puis Collard va se réveiller, et puis peut-être. Alors la différence entre la France insoumise et le Front national, c'est que la France insoumise a la capacité d'avoir un groupe, ils vont avoir un groupe. Ce qui n'est pas le cas du Front national. Ce qui n'est pas le cas du Front national, et donc ça leur donne une tribune quand même bien supérieure. Plus de temps de parole. Plus de temps de parole. Une question de Lise qui vous suit et qui dit que qui explique que vous avez été rapporteur de la mission parlementaire sur les objets connectés. Oui. Quelle est votre position, vous ? Quelle est votre position sur les propositions d'Emmanuel Macron et sur les positions d'Emmanuel Macron par rapport aux objets connectés, à la privacy, etc. Tous les sujets par rapport au numérique ? Vous avez affaire à un journaliste social média, attention. J'ai suivi son discours lors de Vivatech la semaine dernière et j'ai trouvé qu'on avait un président qui avait compris les enjeux du numérique dans sa globalité, compris les enjeux de société que vous citez avec le respect de la vie privée, compris les enjeux économiques dont on parlait avec Yves Tréhard tout à l'heure sur la place de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis et Chinois, et compris aussi le fait que tout va changer à cause du numérique et qu'il faut que les politiques au plus haut niveau s'emparent de ces sujets pour en faire de la pédagogie et accompagner ces changements auprès des Français. Il y a un point important dans ces enjeux, c'est qu'il faut laisser personne en dehors du chemin. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas encore connectés. Il y a à peu près 20% de la population qui est laissée en dehors de cette révolution, soit pour des raisons d'âge, soit pour des raisons sociales. Et ça, c'est absolument pas possible. Donc il faudra aussi travailler sur l'accompagnement de ces personnes-là. Vous me permettez d'être irrévérencieux ? Allez-y. Il y a des commentaires très, sans aucune vraie conviction. Parce que mais j'ai des convictions, mais hyper solides. Alors répondez-lui. Hyper solides. C'est Gabriel, répondez-lui à Gabriel. Mais il n'a pas bien compris. Avec deux erreurs. Il a pas bien. Enfin, excusez-moi, Gabriel. J'ai des convictions de la droite et du centre. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a des propositions qui correspondent exactement à celles qu'on portait, nous, dans le programme de François Fillon, dans le programme pour les élections présidentielles. Je refuse de m'inscrire dans une opposition pour tous les projets qui vont dans le bon sens. Ça serait stupide. Je dis, et j'ai fait campagne. En plus, je ne mens pas à mes électeurs. J'ai fait campagne sur ce sens-là. Dans ce sens-là, j'ai porté sur mes affiches, il y avait marqué du cœur et de l'action, parce que c'est la façon dont je fais de la politique, mais il y avait marqué aussi pour une majorité de projets. C'est ce que je veux construire. Serge, les électeurs euréliens, donc d'Eure-et-Loir, ne vous ont pas donné mandat pour voter pour Monsieur Gadget. Démission. Mais c'est complètement faux. Il faut lire ce que j'ai écrit dans mes professions de foi. J'ai écrit dans mes professions de foi, c'était marqué sur mon bulletin de vote. Ils ont voté en connaissance de cause ? Oui, ou alors ils lisent pas.
Oui, ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, mais s'ils veulent, c'était vraiment en toute transparence, toute la campagne a été faite dans ce sens-là. Dernière question, Jean-Baptiste. Dernière question d'Alexis. Pourquoi les Républicains n'ont pas fait l'inventaire au moment où il le fallait et maintenant on n'est pas au niveau du naufrage? Alors au moment où il fallait, c'était peut-être quand tu as commencé l'affaire Fillon? Oui, ou même avant, après le mandat de Nicolas Sarkozy, qui était un moment où on a dit... Sans doute. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alexis. Certains l'ont mis sur la table. Moi, je pense que notre parti politique s'est pas suffisamment renouvelé en matière d'hommes et de femmes, mais aussi en matière de propositions et d'idées. Voilà, on n'a pas été suffisamment ambitieux, on n'a pas montré une nouvelle dynamique suffisante. Et en fait, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la réussite de la France, nous, avoir des résultats. Et je pense que s'il y a un groupe de droite qui porte cette ambition-là, avec un Premier ministre de droite, on a toute chance de bien recréer une droite française qui fasse envie aux Français. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes de Laure de la Raudière, député, les constructifs, on va dire maintenant, d'Eure-et-Loir. Et on leur remercie d'avoir répondu à vos questions. Merci Jean-Baptiste d'avoir été le médiateur en chef. À demain pour de nouvelles aventures.